Bienvenue sur le podcast vidéo Mindset, un podcast sur la réussite du dirigeant. J'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir Pénélope Boeuf. Bienvenue Pénélope. Salut Tim. Alors la première question est simple, est-ce que tu peux te présenter ? Je suis Pénélope Boeuf, je dirige aujourd'hui une agence de com, de pub, une agence 360. On accompagne les marques dans leur stratégie grand public, marque employeur, dans leur production de contenu. On fait des campagnes digitales, des plateformes de marque, des vidéos, des shootings photos. Je fais même des conférences sur l'audace et la curiosité au service de la créativité. Et avant ça, en fait, on est agence de 360 depuis 2022. Puisqu'en 2018, j'ai commencé à faire des podcasts toute seule dans ma chambre. D'accord. Et ça a bien marché. J'ai fait un premier podcast, un deuxième, un troisième, un quatrième, 7 millions d'écoutes plus tard. Incroyable. Incroyable. Il y a Mythique qui m'a contacté à l'aube du confinement en me disant « Est-ce que tu peux nous accompagner et faire notre podcast de marque ?» Et donc, j'étais encore toute seule dans mon salon, donc j'ai fait le podcast de Mythique. C'était le premier contrat que j'ai signé. Derrière, j'ai créé un studio qui s'appelait La Toile sur Écoute. Et c'est comme ça qu'après, en 2 ans, on s'est dit finalement, si on sait raconter des histoires à l'audio, on sait le raconter sur tous les supports. Et donc, on a pu voter en agence 360. Et en parlant aussi vite comme ça sur les podcasts, ça marche aussi ? Oui, alors sauf que c'est pas moi qui fais c'est pas moi qui fais les podcasts de marque. Taquine. Ouais. Oui, c'est pas moi qui fais les podcasts de marque. Et en l'occurrence, quand je faisais mes propres podcasts, le fait de parler vite, je parle moins vite quand je suis en podcast. Évidemment, je fais attention. Et c'est aussi mon ton, ma patte, on aime ou on n'aime pas, quoi. Et Mythique, c'est eux qui t'ont contacté directement grâce à ton succès ou c'est toi qui... Non, c'est eux sur LinkedIn. C'est la VP de Mythique qui m'a contacté sur LinkedIn. Je postais des choses, je répondais à des interviews. Elle m'a dit, bah tiens, j'ai vu ce que tu faisais, j'adore, super, go. Ok, excellent. Opportunité de ouf. Excellent. Donc, patronne d'agence de com, quelques exemples de clients au-delà de Mythique ou de Oui, campagne. Aujourd'hui, on travaille avec du B2B comme Miracle, Adobe, BDO France, Fed Group, Géodis, voilà, Guide Michelin, Lidl, Siemens, Pierre Fabre, Très bien. Bayard, Chanel. Super. Et qu'est-ce qu'ils achètent chez toi ? Parce qu'il y en a plein des agences aujourd'hui sur le marché. Ouais. Qu'est-ce qu'ils achètent de particulier ? Alors, qu'est-ce qu'ils achètent ? Je crois qu'ils achètent plusieurs choses. Quand ils ne nous connaissent pas, ils achètent la prestation d'une agence classique. D'accord. Mais quand ils nous connaissent, ils choisissent notre ton, notre patte, notre identité. Notre tagline, c'est l'agence qui regarde les marques droit dans les yeux. Alors, ça veut dire quoi ? On ne sait pas trop, mais ça veut dire qu'on est assez authentique, assez brut et on aime bien challenger la marque pour essayer de la titiller. Et quand on est sûr que ce qu'elle veut faire, ça ne va pas être efficace, ça ne va pas être une activation impactante, on la challenge. Et ouais, c'est un ton, on essaie toujours de faire un pas de côté. En fait, il y a tellement de contenu qui se lance aujourd'hui. Les marques lancent tellement de choses qu'il faut que leur contenu se démarque pour émerger. Et D'accord. donc, on essaye de prendre un pas de côté, quoi. Et en fait, j'ai envie de dire, finalement, un peu comme toutes les agences, mais moi, je suis prête à dire non à un client si je trouve qu'elle se plante. D'accord. Donc, leur dire les choses en face. Ouais. Ok, très bien. Et quelques mots sur ta vie d'avant, Ouais. sur ton parcours que tu pourrais nous raconter J'ai fait une licence de droit à une école de commerce et je travaillé pendant 10 ans en market com, brand content, événementiel. Et en 10 ans, j'ai fait 10 boulots différents. Waouh. J'ai travaillé au Publicité Drugstore, chez Groupon. J'étais animatrice sur la matinale de WeFM. Excellent. J'ai travaillé chez M6, j'ai travaillé chez Énergie, j'ai travaillé au Guide Michelin. J'ai monté une boîte que j'ai revendue à Reworld Media. Voilà, et fort de tout ça, j'arrive à 34 ans et demi sans boulot parce que j'avais terminé l'ancien boulot. Enfin, j'étais partie du Guide Michelin. Ok. Et je me suis dit, il est temps que je fasse un truc qui m'anime. Et je déjeunais avec un copain qui m'a dit, Pénélope, t'as une voix, t'es business, t'adores raconter des histoires, pourquoi est-ce que tu lances pas ton studio de podcast ? Il y a un engouement des podcasts en ce moment, on est en 2018. Très bien. J'y allais un peu à tâtons et puis surtout, je savais pas comment faire un podcast. Donc, je suis allée chez Star Music, j'ai acheté des micros, un enregistreur. J'ai dit, bonjour, je voudrais faire un podcast. On m'a dit, oui, quoi comme podcast ? J'ai dit, un podcast ? Non, mais une interview, une fiction, une chronique, un documentaire, un récit. J'avais aucune idée. Donc, j'ai pris 3 micros, un bon Zoom H6 et puis 3 fils. Et puis voilà. Et j'ai commencé à écrire mes histoires. Il faut savoir que quand un particulier ou même quand une marque lance son podcast, ça met beaucoup de temps avant de fonctionner. Bien sûr, il faut mettre un petit budget média. Si tu n'as pas de budget média, c'est la régularité, c'est le fait de le faire dans la durée, etc. Et donc, à l'époque, on est en 2018. Moi, je lance ça. J'ai 30 épisodes Donc, je lance un podcast qui s'appelle L'Arnaque, qui sont des chroniques courtes sur la vie d'une jeune trentenaire parisienne, qui sont mes histoires de vie. C'est des histoires vraies, un peu drôles, que je chute un peu. Et puis, j'en ai 30. Ça marche pas énorme. Enfin bon, j'ai 100 écoutes par jour, ce qui est pas énorme. Et un jour, je me retrouve dans un Apple Store pour acheter des écouteurs.
D'accord. Et là, je me dis, tiens, on va voir s'il y a ma vignette de podcast L'Arnaque sur l'Apple Podcast sur les iPhones en démonstration. Et donc, je vais sur tous les iPhones en démonstration. Je vais sur un iPhone en démonstration, je vois qu'il y a ma vignette. Et là, je m'abonne, je mets des faux commentaires, je mets 5 étoiles et je le fais sur tous les iPhones en démonstration. Ce qui fait que ça explose mes écoutes, mais sauf que c'est des fausses écoutes, donc on s'en fout. Sauf qu'en fait, on s'en fout pas, parce que ça explose les écoutes. Du coup, ça me fait monter dans les charts. Du coup, je deviens première sur Apple Podcast, première sur Spotify, première sur Deezer, première sur partout. Donc, effet boule de neige, les gens disent, mais c'est quoi ce podcast? Boum, les gens écoutent, bam, 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 donc bam. du hacking, quoi, en fait. J'ai fait du hacking pour essayer de gagner en visibilité, parce que c'est un peu le nerf de la guerre dans le podcast. Génial. D'avoir la visibilité. Génial. Et donc, c'est une très bonne transition sur ma première question. C'est quoi pour toi, Pénélope, la définition du mindset? La définition du mindset. Alors, la traduction, c'est état d'esprit. Et en fait, je pense qu'on est... Attention, je crois que ça va être très philosophique ce que je veux dire. Je pense qu'on est notre état d'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, moi, je dis souvent, tout est dans la tête. Ouais. J'ai froid. Non, c'est dans la tête. En fait, t'as froid, oui, ok, mais le fait d'avoir froid peut t'aider, en fait, à... Et en fait, faut switcher positivement. Et ton mindset... pour moi, il change en fonction de tes moments de vie. Tu n'as pas toujours le même. En revanche, tu as plutôt une dynamique de... Il faut apprendre à changer ce mindset, à change de narrative, à switcher, à pivoter. Tout comme on fait pivoter sa boîte quand on n'arrive pas à craquer le modèle, quoi. Et en l'occurrence, voilà. Et donc, le mindset, c'est ce qui permet de se décider à avoir une belle vie ou pas une belle vie. C'est-à-dire que tu arrives dans une soirée, tu n'as pas envie d'y aller, tu as envie de te tirer une balle. Et ben non, allez, je sens que j'ai passé une soirée géniale. En vrai, tu la passes, ta soirée géniale, alors que même qu'elle est pourrie, peut-être, hein, mais en fait, tu t'es dit, mais non, mais regarde, lui, il a vraiment... Oh là là, mais si, il est trop sympa, mais bien sûr... C'est que c'est que dans la tête. Et donc, comment ça s'illustre en entreprise, c'est toujours être positif. Toujours être créatif, toujours essayer de voir le positif, enfin, toujours changer la perspective de quand tu es en mode ça va pas, on retourne le... Donc, se forcer un peu positivement pour se dire ça va aller, etc. Donc, là, finalement, c'est une force mentale, le mindset, si j'essaye de... C'est une force mentale. D'accord. Je pense que c'est une force mentale. Et c'est un peu la même question, mais c'est quoi ton mindset à toi? Comment est-ce que tu le caractériserais? C'est quoi le mindset de Pénélope Boeuf? Pas facile, hein. Non, alors moi, je suis née avec l'envie de. Ok. C'est inné, ça. Vraiment, je suis née avec l'envie de. L'envie de découvrir, l'envie de rencontrer, l'envie d'essayer. Ouais. La curiosité insatiable? La curiosité insatiable, non. Pas du tout insatiable, parce que j'ai pas ce truc de... lire un livre pour aller chercher le truc. Non, je suis curieuse des gens, je suis curieuse de ce qui se passe, des opportunités à prendre, etc. J'ai toujours eu ce truc-là. D'accord. Et donc, mon mindset, il est plutôt à chaque fois que je rencontre quelqu'un, que je découvre quelque chose ou que j'apprends quelque chose, je me dis, tiens, comment est-ce qu'on pourrait le transformer en quelque chose de bénéfique pour mon business, si on parle de l'entreprise. D'accord. Et ça marche aussi dans la vraie vie, pour un truc pour moi, bénéfique pour moi, pour ma santé mentale, pour kiffer la vie, voilà. Mais ça veut dire en fait que tu arrives en fait avec une curiosité naturelle, tu ouvres grand tes yeux et tes oreilles et tu vas essayer de sortir le meilleur de chaque situation. Ouais. Et grâce à ça, à cet état d'esprit ou à ce mindset, tu vas pouvoir trouver des opportunités là où d'autres gens n'en auraient peut-être pas vu, c'est ça? Je sais pas si c'est là où d'autres gens n'auraient pas vu. En tout cas, moi, j'ai les oreilles très écartées, quoi, très ouvertes. Et donc, à chaque fois, ah ouais, mais on pourrait pas faire ça. Si, par exemple, ouais, super. Et ben, par exemple, comme nous tous, notre génération, on a écouté les Walkman, on utilisait les Walkman. Ouais. Et là, je sais pas, je vois, c'est les 50 ans du Walkman. Je savais pas. Okay. J'ai vu, non, mais c'était il y a 4 ans. J'ai vu ça il y a 4 ans, c'est les 50 ans du Walkman et tout. Et là, je me dis, mais je venais de lancer mon studio de podcast. Je me dis, mais est-ce que ce serait pas génial de pouvoir mettre toutes ces histoires qu'on raconte sur des cassettes dans des Walkman, sauf qu'il n'y a plus de Walkman. Oui. Et donc là, j'essaye d'aller trouver encore quelqu'un qui est en train de créer des Walkman. Je trouve quelqu'un au fin fond de la Bretagne qui me dit, oui, non, mais attendez, mais nous, on va pas commercialiser un Walkman, ça va pas marcher, etc. Et finalement, on a co-créé un Walkman qu'on a mis dans une belle boîte rouge, un peu rétro, etc. On a mis tous mes podcasts, j'avais 8 podcasts de fiction, les 8 podcasts sur cassette.
On l'a brandé La Toile, Agence La Toile, etc. Bon, j'en ai pas vendu des milliards, mais je suis allée au bout de mon truc, opportunité. Lui, il était là au début, attendez, qu'est-ce qu'on a... Et hop, on a fait un copartenariat, quoi. On fait un partenariat pour lancer ça. Mais parce que j'ai eu l'information, je sais pas, à la télé, boum, c'est les 58 Walkman. Mais tiens, génial. Attends, mettre nos podcasts sur Walkman comme ça. Chacun, dans la voiture, il y en a qui écoutent sur la radio et d'autres qui écoutent dans leur Walkman. Bon, voilà. Hyper marrant comme exemple. Ok, et donc tu parlais de tous tes différents jobs, tu as quand même fait plein de jobs différents. Est-ce qu'on peut dire que ton mindset, ou comment ton mindset a joué un rôle important dans finalement la continuité de ta carrière, le fait peut-être que tu restes pas longtemps dans les entreprises, est-ce que tu t'ennuyais, et comment le mindset t'a fait arriver à où tu es aujourd'hui dans ta carrière en fait? Oui, alors je m'ennuyais parce que j'aime pas être cantonnée à une seule monotâche, ouais. Okay. Et du coup, évidemment, quand tu prends un poste, soit tu le prends en marketing, soit tu prends en sales, soit tu prends... Bon, bref. Et je m'ennuyais, mais alors, là où je suis restée le plus longtemps, c'est chez Groupon. J'ai fait 3 jobs différents. Okay. Ça s'est soldé en un burn-out, mais au moins j'ai fait 3 jobs différents, donc je suis restée 1 an et 8 mois, tu vois, c'est une grosse perf. Mais parce qu'il me changeait de poste, justement, je disais parce que c'était une start-up, c'était hyper... et je disais, je m'ennuie, est-ce qu'on peut me mettre autre chose? Ok, tiens, vas-y, mets-toi là, ça. Ok, est-ce que je m'ennuie maintenant? Tac, tac, tac. Bon, jusqu'à me cramer à la fin, mais peu importe. Au final, je m'ennuyais, mais moi, quand je m'ennuie, je dis, est-ce que vous pouvez m'alimenter? Soit on me disait oui, soit on me disait non, et là où on me disait non, je partais. D'accord. Donc, je suis partie dans la plupart des entreprises. Et le burn-out de Groupon, t'as trop bossé? T'étais toujours à 100 à l'heure? Qu'est-ce qui s'est passé? Le burn-out de Groupon, parce que j'ai fait un premier poste qui s'est hyper bien passé, un deuxième hyper bien passé. C'était du back-office qui me permettait de comprendre tout l'entreprise, avoir une vision globale de l'entreprise. Et après, j'ai pris un poste en directrice commerciale sur 3 villes. Tours, Angers, Le Mans, c'était pas des grosses, mais quand même, il y avait à piloter une dizaine de personnes qui avaient 10 ans de plus que moi et qui étaient des vrais sales. Quand moi, je savais avec le recul exactement ce qu'il fallait comme bonne offre, etc., etc. Donc, je pensais que ça allait être facile. Et puis, je me suis heurtée à la réalité du terrain, ou au management aussi, au management par l'exemple. Montre-nous comment on fait pour vendre un deal et choper un coiffeur. Et donc là, vas-y, Pénélope, rentre dans le coiffeur. Et là, je fais, non, mais allez-y. Non, mais enfin... Voilà, là, il fallait un management par l'exemple que je n'étais pas. Ok. Et donc après, dans les différentes expériences, qu'est-ce qui t'a fait aller dans telle ou telle boîte? Opportunité, les gens opportunité et le kiff perso. C'est-à-dire que mon premier stage, je l'ai fait dans le cinéma parce que j'adore les films, basiquement. Okay. En plus, c'était chez Century Fox et en fait, tu regardes pas plus de films quand tu bosses dans une entreprise de films. Voilà, on s'imagine toujours que les médias, c'est génial et en fait, pas forcément. Ensuite, j'ai gagné un concours pour être animatrice sur la matinale de WFM. Non pas parce que je voulais faire de la radio, mais parce que je trouvais ça marrant de parler dans un micro. Et que mes copains m'écoutent à la radio. Ensuite, donc chez Groupon, ça c'était opportunité. J'ai envoyé mon CV. À l'époque, c'était cadre emploi. Enfin, tu vois. Et puis bon, on m'a appelé, on m'a prise. J'ai dit OK. Ensuite, j'ai monté une boîte parce que j'avais fait un burn-out. Et donc, j'avais pas d'autre solution parce que il n'était pas question que je revienne dans une entreprise. Donc, j'ai fait une boîte parce qu'il y avait que ça à faire. OK. On l'a vendue avec mon associé parce que ça faisait 1 an et demi. Il fallait grossir. On n'avait pas envie. On était content d'avoir fait notre truc. On s'ennuyait très bien. Là-dessus, opportunité pareil. Je me suis retrouvée à travailler au Crystal Festival, qui organise des concours de campagne de pub, concours des lions, quoi. Okay. Sauf que c'est minuscule. Et en l'occurrence, on m'a dit, je rencontre le fondateur directement, et il me dit, bon, tu parles anglais? Oui. T'aimes voyager? Oui. Bon, écoute, tu vas aller à Shanghai monter un événement, à l'île Maurice monter un événement. Super. Donc, j'ai fait ça. C'était sympa. Et puis, au bout d'1 an et demi, il y avait des petits problèmes de trésor. Okay. Donc, je me retrouve un peu à la rue. Et là, j'anticipe un peu. Et puis, je me retrouve chez Énergie, Énergie Group, et à piloter le département événementiel d'énergie. Ok. Voilà, avec 5 personnes. Donc j'arrive et je pilote 5 personnes qui veulent ma place. Ça, je la prends au bout de 2 minutes. Donc ils t'attendent armés. Ouais. Et ils arrivaient au bureau armés pendant 1 an et demi. Et là, j'ai un copain de chez Groupon qui devient CEO du Guide Michelin, qui me dit, Pénélope, viens monter le département événementiel du Guide Michelin.
Je dis, j'arrive, mon Dieu, je pars de cette guerre où je suis chez Énergie. Donc compliqué pendant 1 an et demi chez Énergie. Ouais, aussi, compliqué. Et puis surtout, je me rends compte que moi, je ne suis pas une manager. Moi, je suis une leader, je ne suis pas une manager. Ok. Et puis, tu arrives dans un climat hostile où on te dit t'es nul, t'as jamais fait d'event, t'as jamais fait de radio. Enfin bon, puis j'avais mon burn-out 2 ans avant. Enfin bon, tu vois, oui, voilà. tu n'avais pas envie de recommencer. Non, j'avais pas envie de me griller. Et donc, je me retrouve chez Au Guide Michelin à créer complètement le département événementiel monde du Guide Michelin. Donc, belle marque. Pour tous les pays, belle marque. Il y a 32 événements dans le monde, etc. Et puis, au bout de 8 mois, 7 mois, j'avais 8 mois d'essai. Au bout de 7 mois, celui qui m'avait recruté part. Et du coup, on me dit, part avec. Aïe, ok. D'accord. Je dis, d'accord. Et donc, je me retrouve à 34 ans et demi, à avoir fait 8-10 boulots différents, à avoir monté une boîte, et à nouveau à me dire, qu'est-ce que je vais faire, comme quand j'avais 18 ans et que je ne sais pas quoi faire. Quoi. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête ? C'est l'enfer. Je me dis que je vais faire encore 35 métiers jusqu'à mes 62 ans. Quoi. Non, mais c'est horrible. Ouais. Et il se passe que je me dis, je me prends du temps pour moi. Ouais. Et puis en fait, c'est marrant parce que la seule fois où je me dis je me prends du temps pour moi, c'est-à-dire à ce moment-là, c'est-à-dire que je vais pas chercher des offres d'emploi, je vois mes potes, je rencontre des gens, et à ce moment-là, j'ai ce pote qui me dit plus âgé, qui me dit Pénélope, t'as une voix, t'es business, tu sais raconter des histoires, pourquoi est-ce que tu lances pas ton studio de podcast ? Ok, donc là, c'est vraiment un déclencheur hyper important, ce déjeuner avec ce pote. J'espère que tu l'as remercié. C'est mon ami, c'est mon mentor. Mais c'est surtout que moi, je marche au projet. Okay. Il m'aurait dit, pourquoi est-ce que tu lances pas un nouveau truc pour des housses de canapé ? Parce qu'en ce moment, j'aurais dit, cool, merci pour une fois qu'une idée ne vient pas de moi. Oui, ça me nourrit. Que quelqu'un me recommande un truc, tiens, tu devrais peut-être faire ça. Ah ouais, j'aurais regardé, j'aurais dit, ouais, pourquoi pas. Bon, et puis là, en fait, finalement, ça demandait pas grand-chose. Ça demandait à savoir faire un podcast. Et acheter 3 micros. Ouais, je comprends. Ouais. Arriver à ce moment de vie et se relancer, il faut avoir quand même pas mal de courage. Est-ce que tu vois ça comme du courage ou pas le choix ? Enfin, quand tu t'es lancé, qu'est-ce qui s'est passé ? T'as pas le choix. Ouais. T'as 35 ans. J'ai oublié 2-3 expériences dans ce que je viens de dire là, mais en fait, il y a un moment, tu te dis que je peux pas continuer comme ça. Ouais. Et en même temps, je me rends compte aussi pourquoi est-ce que je pars tous les ans ? Il y a quand même un sujet. Ouais. Oui, il y a forcément un sujet. Ça veut dire que tu n'es peut-être pas à ta place et que tu es mieux en étant ton propre patron en mode projet et à kiffer. Oui, ou alors que je crois que je pourrais être en entreprise, mais dans une entreprise qui m'alimente, qui me stimule, qui me bride pas. Donc c'est compliqué quand même d'en trouver une parce que quand même il y a un système en entreprise. Mais donc en fait c'est ça ce que j'ai essayé de faire pendant 10 ans, c'est de trouver la bonne entreprise dans laquelle je m'épanouirais. Oui. Et puis moi j'adore les équipes, moi j'aime bien la hiérarchie, j'ai un vrai respect de l'autorité, j'aime bien apprendre des autres. Mais je l'ai pas trouvé, quoi. Et c'est pour ça que j'enchaînais. Non, c'est pas ici. Donc Groupon, c'était super. Vraiment, j'aurais pu rester des années. Sauf que je me suis grillée. Mais c'était c'était pas forcément je veux monter mon truc, mais à un moment je me suis dit je vais monter mon truc en attendant parce que du coup en attendant personne m'emmerde. Et puis à force tac quoi. C'est une bonne transition justement sur la culture d'entreprise. Quelle est toi Pénélope ta définition de la culture d'une entreprise ? La culture de l'entreprise, c'est l'identité de la marque vue de l'intérieur. Pour le coup, la culture d'entreprise, c'est aussi un mindset. Nous, on est beaucoup sur le test and learn. Oui. On est sur le fake it until you make it. Okay. On est sur rien n'est jamais impossible. Toujours se remettre en question. La transparence, qui vaut pour tout le monde. Donc pour moi, ils savent plein de trucs. Peut-être beaucoup trop de trucs que ce que des collaborateurs devraient savoir, tu vois. Mm-hmm. On est petite équipe, aujourd'hui on est 10-12. D'accord. Mais quand même. Et en fait, je suis quand même toute seule, je suis un solo founder. Ouais. Ouais, pas évident. Pas évident. Et donc, parfois, ça me fait du bien de lâcher des trucs. Mais en fait, ce qu'il est... En fait, eux, ils ont ça les fait participer aussi à l'aventure quelque part, quoi. Ok, mais donc là tu nous parles de la culture de la toile, ce qui est tout à fait logique, mais si je reprends ta définition de la culture, c'est peut-être ce qu'on attend, ce que tu attends de tes collaborateurs ou ce qu'un dirigeant attend de ses collaborateurs sans leur dire forcément, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et c'est comment est-ce que ça se passe ? C'est quelque chose qui
qui se ressent dès le recrutement. D'accord. Dès le recrutement, même dans la façon, même dans la façon de recruter, déjà, tu instaures un type de culture. Même, tu vois, on n'a pas forcément la même façon de recruter chez nous que chez Microsoft, évidemment. Mais, donc voilà, et si le collaborateur déjà ne fit pas dans le style de recrutement et dans les questions posées et ça se voit en 2 minutes, en fait. Oui. Donc, ça commence au recrutement. Ça commence au recrutement et ça se termine... De la façon dont vous quittez bons amis ou pas bons amis avec le collaborateur. Ok. Exactement. Donc, tout le cycle, finalement, de vie entre les premières interactions avec le collaborateur que tu vas recruter jusqu'à sa sortie positive. En passant par comment est-ce qu'il parle aux clients, en passant par comment est-ce qu'il raccompagne ou pas nos invités à l'ascenseur, ce genre de petits détails. Oui, bien sûr. Donc, il pourrait y avoir une liste une sorte de to-do, de to-do de 50 trucs, quoi. Minuscules. D'accord. Et toi, sur la toile, tu as travaillé spécifiquement sur la culture d'entreprise. Tu as un culture book. Vachement bien. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Parce qu'il y a peu d'entreprises qui aujourd'hui... Je l'ai pas lu, mais il y a peu d'entreprises qui travaillent vraiment sérieusement le sujet. Nous, chez Mindhunters, on pense que c'est absolument crucial. C'est crucial. Et c'est Pierre Gobi à l'époque qui m'en avait parlé. C'est grâce à lui. C'est grâce à Pierre. C'est grâce à Pierre Gobi que j'ai mon culture book. On embrasse fort Pierre. Voilà. Donc quelques mots sur ton culture book. Et d'ailleurs, en écoutant Pierre qui parlait du culture book et tout, je me suis dit mais en fait c'est vachement intéressant ça. En fait c'est surtout un exercice pour moi, pour les dirigeants. Bien sûr. Dire mais qu'est-ce qu'on veut de cette boîte à l'intérieur et comment est-ce qu'on veut être vu, perçu et compris, quoi. Et donc, je m'y suis collée à ce culture book et donc, je le connais pas par cœur parce que c'est quand même plusieurs pages. Mais en gros, je commence en disant, c'est pas parce que tu vas dans un club med que tu vas adhérer à tout. Oui, ok. C'est-à-dire que dans l'idée, dans l'imaginaire collectif, le club med c'est génial, il y a là et là. Ouais, mais en fait, ça peut ne pas te convenir. Voilà, ça peut ne pas te convenir ce système où t'as ton buffet, ce système où t'as envie d'être tout seul à ta table et de te faire servir. Tu peux pas parce qu'en fait t'as 4 mecs qui viennent parce qu'il faut remplir les tables. Je comprends. Et donc en fait c'est important. Et là je m'adresse aux candidats à ce moment-là. C'est important que les candidats sachent eux ce qu'ils attendent de l'entreprise. Oui. Est-ce qu'ils veulent participer à une aventure? Est-ce qu'ils veulent être dans leur coin et faire leur 9h, 17h et pas de compte à rendre? Est-ce qu'ils veulent et ça c'est hyper important parce que chez nous. En l'occurrence, on a besoin, comme on est une petite équipe, on a besoin que les gens soient agiles, soient prêts à faire le boulot de quelqu'un d'autre si jamais il n'est pas là et de lui filer un coup de main, soient prêts à essayer plein de choses, prise d'initiative, force de proposition. Moi, je préfère qu'on se plante 1000 fois. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Bon, faut pas que ça fasse 50 fois, mais je préfère qu'on le fasse, qu'on apprenne, ok, on refait plus, on n'ait pas peur, qu'on soit pas frileux, qu'on soit pas rigide. Enfin, ça fait partie de. Et après, évidemment, ça dépend aussi des profils. Là, ça c'est un profil très promoteur entre guillemets. Mais sur des profils un peu plus experts, par exemple sur du gros, de l'ingénierie du son, par exemple. J'ai quand même besoin que ces gens-là, alors même qu'ils sont techniques, etc., soient agiles, soient prêts soit s'il faut porter un carton, ils vont porter un carton parce qu'on en est encore là. Oui, bien sûr. Et ça se voit. Donc je fais même parfois des petits tests en entretien. T'as une anecdote? Non, mais genre, je me renverse un café Non, sérieux, tu l'as déjà fait? Je renverse le café sur le t-shirt. En plus, je bois pas de café. Donc, je suis là, je fais genre mon café, puis là, je fais et j'ai du café sur le t-shirt. Et je suis là, zut, pour voir juste si la personne en face est là, genre, ou si, attendez, où sont les toilettes? Je vais chercher un truc. Très bon. Donc, je ne fais pas, en fait, typiquement, un ingénieur du son, j'ai pas besoin qu'il sache faire ça. On n'a pas besoin qu'il soit là en train de. Mais la chef de projet, oui. Donc, je fais Donc, tu as un t-shirt avec spécial café? Spécial café. Non, je l'ai fait une fois parce que j'étais pas sûre et je voulais savoir si la personne. Et ça a marché? Et en l'occurrence, elle a dit est-ce qu'il y a des toilettes où je peux vous. En plus, j'aime bien ça, vous voir, enfin, tout un truc. Est-ce que je peux vous aller chercher du papier? Et en fait, ça m'a suffi. Je dis, vous inquiétez pas, j'y vais, boum, voilà. Ok. Donc ça a marché. Et la ligne rouge, justement, sur la culture d'entreprise de la toile, les choses vraiment qui sont rédhibitoires pour ne pas embaucher les gens ou qui vont faire que malheureusement vous allez être obligé de vous séparer. Tu as réfléchi? C'est quelqu'un qui participe pas à la vie d'équipe. Ok. Que ça intéresse pas. C'est pas tant quelqu'un qui est que quelqu'un qui n'est pas. C'est quelqu'un qui n'est pas. Ok, génial, go, on essaye. Oh là là, faut tout refaire. Ok, pas de problème, go. Ok. Parce que voilà, c'est quelqu'un de très
En fait, moi, je cherche juste des gens positifs, Ok. motivés, qui ont envie d'apprendre. Et je leur laisse de l'autonomie. Après, franchement, D'accord. ils apprennent beaucoup, quoi. D'accord. Tu vas regarder les diplômes Non, je regarde pas les diplômes, je regarde rien. Ouais. Je regarde rien du tout. D'accord. Et tu fais combien d'entretiens? Pas beaucoup. Pas beaucoup? Non. Moi, je marche à l'intuition et au coup de cœur. Alors, parfois, je me ramasse. Ouais. Même sur limite, je fais plus d'entretiens pour des stages que pour des CDI. Ah oui? Ouais. Et pourquoi ça? Parce qu'une stagiaire qui sert à rien, je peux pas la sortir, c'est compliqué, ça sert à rien. Ouais. Alors qu'un CDI qui est en fait pas efficace, très rapidement, on en parle, on dit qu'est-ce qu'il y a un problème, tac, ok, merci, au revoir. Enfin, d'accord, ok. Et donc, non, je fais un entretien. Si j'aime bien, il y a un deuxième avec quelqu'un de mon équipe. Après, l'idée, c'est que tout le monde de l'équipe, 2-3 personnes de l'équipe rencontrent la personne. Voilà, si c'est un sujet expert, je demande un petit cas. D'accord. Voilà. D'accord. Et donc, sur la culture de la toile, on y voit un peu plus clair. Est-ce que tu as des souvenirs dans toutes les boîtes que tu as faites de cultures qui t'ont plu ou qui t'ont vraiment déplu et pourquoi? Je pense à Énergie où c'était catastrophique et je pense à Groupon où c'était extraordinaire. D'accord. C'était extraordinaire. Pourquoi? En fait, ils recrutaient à tour de bras. Ils recrutaient 100 par semaine. Donc, ils recrutaient, ils prenaient des gens jeunes, motivés, qui avaient envie. Ils nous laissaient avec un ordinateur en mode flex office. Tu te débrouilles, tu te mets où tu veux. Et tu te débrouilles. Et tu arrivais et tu te disais, mais c'est quoi mon job? Donc, autonomie totale? Autonomie totale. Ok. Et ça, c'est génial parce que ça écrème. C'est-à-dire que ça convient pas à tout le monde. Ça convient pas du tout à tout le monde. Et donc, il y en a, au bout d'une semaine, qui étaient là, mais attends, mais c'est n'importe quoi cette boîte, je me casse et tout. Alors que moi, j'étais là, ok, génial. Et du coup, tu fais comment? Et en fait, tu vois, et du coup, c'est que les gens qui restaient, c'est que des gens hyper intrapreneurs. Ok, promoteurs. Ouais. Et on avait, en l'occurrence, moi, j'avais une manager qui était extraordinaire. Je me souviens toute ma vie, j'étais jeune encore, mais c'était au tout début de Groupon, j'avais un poste qui était à moitié défini, pareil. Là, pour le coup, j'étais en mode, les gars, vous me donnez pas vraiment de boulot, bon, je savais pas trop quoi faire et tout, mais moi, je lui dis, je pense que ce serait bien de s'abonner à cet abonnement, c'est pas ce logiciel, je sais plus ce que c'est, ça coûte 150 €. Donc, je vais voir le manager, je lui dis, ça coûte 150 €, elle me dit, tiens, et elle me donne sa carte bleue. Et je dis, mais c'était marqué avec son vrai prénom et tout, c'est pas la carte de la boîte, c'était marqué son. Et donc je dis, d'accord, et je paye avec ta carte bleue là. Oui, vas-y. J'avais 24 ans à l'époque, mais. Oui, pas de sujet. Pas de sujet. T'as besoin d'un truc, tu prends, voilà ma carte, c'est pas la carte de la boîte. Voilà ma carte, on y va, tu quoi. prends, boum. On avance, on se pose pas la question. Et cette femme-là, qui s'appelle Barbara Weiss, de chez Groupon. Ouais. Ce premier geste, après, ça n'a été que ça. Ça veut dire que tu lui demandais un truc, tu disais, est-ce que je peux avoir une augmentation? Ouais, tu veux combien? Ouais, non, c'est un peu abusé. Ok, je te donne tant. Et en fait, du coup, elle te disait oui à tout. D'accord. Mais du coup, tu n'abusais pas. Parce que tu allais 2 semaines après, tu n'allais pas lui demander une augmentation parce que. Je comprends. Et elle savait mettre les limites, sans machin. Dès que tu posais une question, vas-y, dis-moi. Ouais, ok, tac. Enfin, extraordinaire. Et en fait, évidemment, j'essaye d'être comme ça. Mais c'est un talent que je n'ai pas. Mais je leur donne ma carte bleue comme ça. Bien sûr. Et du coup, donc là, si tu parles plutôt du mindset de Barbara, tu es resté en contact avec elle. Elle est partie de cette entreprise. Elle est toujours chez Groupon. D'accord. Toujours chez Groupon. Et oui, on reste en contact, bien sûr. Ok. Mais un truc très fort. De toute façon, chez Groupon, comme c'était que des gens qui avaient vraiment envie et tout le monde est. Aujourd'hui, mes meilleurs copains viennent de chez Groupon. D'accord. Ok. Donc il y avait vraiment une culture très forte qui a attiré des types de gens un peu comme toi, où il y avait une cohésion et où vous êtes restés en fait amis, potes, etc. Ok, très très intéressant. Donc je pense que sur le côté culture, c'est vraiment intéressant de voir les différences de boîtes que tu as connues et aujourd'hui de voir comment tu essayes. C'est toujours plus difficile quand on est aux manettes. Et tu fais des feedbacks de tes collaborateurs pour savoir ce qu'ils pensent de toi, que tu es génial ou pas. Non, parce que je pense qu'ils vont pas forcément dire que je suis génial, donc je préfère pas trop leur demander ce qu'ils pensent de moi. Non, en fait, c'est eux qui me font des feedbacks naturels quand ils sont contents, quand ils sont pas contents. Je pense que pareil, ça fait un peu partie du truc et c'est pas bien, hein, mais c'est pour ça que maintenant je vais m'entourer d'un directeur général, etc. Mais ils ont compris que j'étais pas la reine étonnamment, la reine de la communication, alors que pourtant je communique beaucoup. Bah, bien sûr. Mais quand c'est douloureux, j'ai un peu de mal. Oui. Et donc c'est eux qui viennent
soit demander un feedback, soit dire je suis pas contente d'eux, soit machin, et je les en remercie en fait, parce que c'est un peu grâce à eux que je peux leur faire un feedback, quoi. Je comprends. Et si on prend la culture sur le plan de ton métier, quand par exemple tu as un brief de com ou que tu vas approcher des patrons de boîte ou des directions marketing ou des gens comme ça, tu as l'impression par exemple que tu travailles mieux avec des clients qui ont une culture proche de la tienne, ou alors c'est différent, et enfin par rapport à ton métier, comment tu vois comment tu vois les choses? Ouais, non, je pense que quelqu'un avec une culture proche de la nôtre, ça n'irait pas. Parce que nous, on est très agile, très rapide, très efficace, très nanana. Ce serait... Et d'ailleurs, il y a peu de... Nous, on target quand même des grosses entreprises. D'accord. Donc, il y a peu de grosses entreprises qui est structurée comme la nôtre, évidemment. Et donc, c'est plutôt avec des process, des méthodos, des kick-offs dans tous les sens, des machins. Mais en fait, c'est très bien. Nous, ça nous repose. Et au contraire, j'aime beaucoup travailler avec des boîtes qui ne travaillent pas du tout comme nous. Et nous, on leur apporte un peu d'agilité, de créativité, etc. Quand eux, ils ont besoin d'être assurés, et on sait le faire, et donc il n'y a pas de sujet. Donc, tu vas plutôt être à l'aise avec des clients qui sont assez différents en termes d'ADN de toi, beaucoup plus gros, plus corporate, et c'est là où tu vas avoir probablement une meilleure valeur ajoutée. Oui, mais nous, on ne travaille pas avec des startups. Les startups, soit elles n'ont pas d'argent, ou alors on parle de Alan et de Swile et de... Bon, mais qui ont déjà leurs agences. Donc, non, nous, c'est plutôt... on va voir des gros groupes, ouais. Moi, je trouve que les métiers de la communication ont beaucoup changé, et qu'il y a quand même une destruction de valeur du métier avec des annonceurs qui veulent beaucoup moins payer comme ils payaient avant, à l'époque, il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Ouais. Donc, ma question, c'est où est la valeur et qu'est-ce qu'achètent aujourd'hui les annonceurs? Ouais. Et est-ce que ce qu'ils achètent, il y a une relation avec leur culture d'entreprise ou pas? C'était ça ma question. C'est différent de s'ils veulent communiquer auprès du grand public ou s'ils veulent communiquer en interne. Okay. S'ils veulent communiquer en interne pour fédérer leurs collaborateurs, booster leur marque employeur, renforcer leur culture d'entreprise, évidemment que ça a un rapport avec leur culture d'entreprise. D'accord. Parce que pour moi, la culture d'entreprise, c'est vraiment que de l'interne. Hein. Enfin, je veux dire... Enfin, la marque employeur, c'est interne, mais c'est aussi externe. Bien sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mais en même temps, c'est toujours très difficile de parler de la marque employeur auprès du grand public. Oui. Aujourd'hui, si je te dis comment ça se passe chez Airbnb à l'intérieur, est-ce que tu sais vraiment si l'ambiance est bonne, comment ça se passe, etc. Si tu connais pas quelqu'un qui y bosse, tu sais pas. Donc, c'est toujours très compliqué pour les boîtes de dire je vais booster ma marque, je vais parler ma marque employeur auprès du grand public pour attirer des candidats, parce que à part montrer que les gens s'entendent bien et de faire un shooting photo un peu rigolo, voilà. Bon, en fait, aujourd'hui, les annonceurs coupent les budgets médias, les budgets com, et donc ils veulent faire dans l'efficace. Et donc aujourd'hui, malheureusement, je dis malheureusement parce que c'est un peu notre créneau, mais malheureusement, ils veulent faire de la communication un peu instit, un peu corpo, un peu classique. Et donc, ils vont privilégier potentiellement le corpo quand c'est un groupe. Ils vont privilégier la communication produit pur sans faire une image, sans mettre le produit. Parce que justement, l'idée, c'est de les faire évader les gens. Bah non, ils vont pas aller faire un truc un peu déconnant. Ils vont aller faire un truc basique. Le produit, 5,95 €. D'accord, donc tu décomposes, et tu as raison, la com externe, corporate, la com interne, et en fonction des différents publics auxquels tu vas t'adresser, tu vas appuyer plus ou moins fort. Ok, très bien. Des exemples de campagnes où tu as perdu? Oui, j'en ai perdu 2 là récemment, à 6 mois d'écart, parce que la réponse était merci, mais la campagne était trop créative. Aïe. Ouais, alors c'est dur. En fait, t'as envie de dire vous nous avez briefé dans ce sens-là, vous aviez envie d'un truc hyper créatif, vous nous approchez nous parce que vous savez qu'on a un truc un peu créatif. On vous fait un truc hyper créatif, c'est trop créatif. Ah oui, parce que finalement vous avez poussé le curseur un peu loin. OK, mais dans le brief, on vous a dit à quel point on peut pousser le curseur jusque là. OK, on le pousse jusque là. Bon. OK. Et en fait, c'est un peu j'ai l'impression qu'ils ont envie de... Oui. Elles ont envie, les marques. Hein. Elles ont envie de faire un truc créatif. Et à la fin, elles disent... Pas sûr, hein, c'est prise de risque. Oui, elles n'osent pas assez, en fait. Elles n'osent pas... elles prennent pas de risque. Et évidemment qu'en prenant pas de risque, c'est tiède.
Oui. Mais est-ce que vous permettez de challenger le brief? Parce que moi, je me souviens à l'époque, j'aimais bien dire ça, quand tu reçois un brief de com, si tu réponds bien à la question qui est mal posée, bah, patatras. Donc, l'idée, c'est de challenger pour s'assurer que la question soit bien posée. Parce que les ennuis commencent si la question en amont est mal posée. Ouais. Le problème, c'est que ça, souvent, c'est des appels d'offres. Et donc, quand tu poses des questions et que tu dis, attendez, est-ce que du coup, bah, en fait, ce qu'il faudrait qu'ils fassent, c'est qu'ils se remettent dans une salle à 5 pendant 4 heures et qu'ils y repensent à leurs questions. Parce qu'en fait, ils n'ont pas la vraie question. Et ils disent, oui, c'est ça. Oui, mais du coup, ça, bah, débrouillez-vous. Enfin, en fait, c'est... Évidemment, votre question, c'est pas la bonne. Et d'ailleurs, nous, notre deuxième tagline, c'est on répond au problème, pas au brief. Oui. Voilà. D'accord. Sauf que finalement, quand on répond au problème et pas au brief, bah, on est un peu côté de la plaque parce qu'ils disent bah, vous n'avez pas répondu au brief. Oui, mais en vrai, votre brief, il sert à rien. Oui, mais... Bon. D'accord. Et donc, dans les cas d'appel d'offres, c'est souvent ce qui se passe. Vous ne pouvez pas, du coup, répondre aux problèmes posés, mais vous êtes obligé de répondre au brief, comme tout le monde, quoi. Bah, donc, on répond au brief, sauf qu'on trouve que ça n'a pas de sens, parce qu'au fond, ça ne répond pas au problème, leur brief. Je comprends. Donc, on fait à moitié brief, à moitié problème. Enfin, on essaye de faire un truc. Après, il y a des appels d'offres qui se passent super et qu'on gagne parce qu'on a répondu au brief qui était un vrai brief et un vrai problème. Mais oui, mais c'est souvent c'est trop créatif. Sauf que, bien sûr que nous, on sait faire du pas créatif, du corpo, très simple, très classique, et on en fait. Mais nous, on pense que c'est en étant créatif, évidemment, qu'on émerge, quoi. Donc, bon. Vous allez travailler pendant des semaines, voire des mois, et ensuite, il n'y en a qu'un qui va gagner. Donc, si la question est mal posée, c'est quand même un peu ballot. Bref, écoute, Pénélope, c'est super sympa d'être passé. J'ai peut-être une dernière question pour clôturer notre discussion. Est-ce que tu aurais un conseil, un point de vue à donner à ceux qui nous regardent et à ceux qui nous écoutent, qui sont plutôt des patrons de boîte, des cadres sub, des dirigeants ou des gens qui souhaitent avoir un peu d'inspiration? En tant que femme solopreneur, je trouve que j'ai plus souvent facilement des rendez-vous avec des dirigeants quand ce sont des femmes. Ok. On sent qu'il y a un truc, ça j'ai remarqué ça récemment. C'est plus facile d'aller prendre un rendez-vous avec une DG si elle est femme, quoi. Ok. Voilà. Donc c'est super. Ce serait super que ce soit la même chose avec les hommes. Donc plus de rendez-vous pour Pénélope, voilà, s'il vous plaît. Ok. Non, et je sais pas, kiffer la vie. En fait, tu as toujours été guidé par le kiff, par les projets. C'est pas commun, ça? En fait, je m'écoutais, mais parce que je pense que si on s'écoute pas, on est malheureux. Ok, ça c'est un vrai truc. Ouais, okay. Si on s'écoute pas, enfin moi en tout cas, si je m'écoute pas, je suis malheureuse. Parce que si vraiment je m'écoute, je me dis bah en fait j'ai envie de faire ça, bah pourquoi tu le fais pas? Bah oui, ok, je vais le faire parce que ça va me rendre heureuse. Mais est-ce que c'est pas le cas de tous les gens qui s'écoutent pas assez? Je pense que tout le monde devrait s'écouter, mais sauf que c'est pas facile non plus de s'écouter. Pour s'écouter, il faut se connaître. Ouais. Pour se connaître, il faut avoir un peu bossé sur soi. Ouais. Pour avoir un peu bossé sur soi, il faut avoir émis l'hypothèse qu'on n'était peut-être pas bien dans ses pompes. Ouais. Mais je pense que c'est clé de faire ce qu'on a envie de faire. Alors après, évidemment qu'on a les charges, les machins, les enfants, la famille, le truc. Mais même, je pense quand même qu'on peut toujours trouver des solutions à... et moi, je suis pour s'écouter. Et d'ailleurs, cette boîte-là... que j'ai, la toile, je m'éclate, c'est super, c'est aussi fatigant que c'est génial. Ok. Et peut-être que dans 4 ans, j'en aurai marre, peut-être que dans 6 mois, j'en aurai marre, peut-être que jamais j'en aurai marre, peut-être que... Et là, je dirais, ok, ok, next, c'est pas grave. Tu vas suivre ton instinct. Ouais. Et en fait, moi, j'ai un truc aussi, on a été élevé dans les années 80 quand même, à la carrière. Complètement. Carrière qui ne veut dire en fait qu'une succession de boulots. Ouais. Qui ne veut pas dire un truc hyper ambitieux, c'est pas forcément ça, mais on a assimilé au truc de c'est quoi ta carrière et tout. Bon. Et on a toujours dit un CV peut pas faire 2-3 pages, mais comment ça, il faut 2-3 expériences seulement et pas 50 et tout. On a ce truc-là de les RH. Alors aujourd'hui, je sais plus parce que j'en fréquente plus, mais à l'époque, ils te disaient et pourquoi vous avez fait ça? Et pourquoi c'est suivi de ça? Et pourquoi là? Alors que du coup, moi, tu regardes mon CV, ça n'a rien à voir si ce n'est que c'est un peu dans l'entertainment, mais et encore, c'est tiré par les cheveux. Parce que bon, le guide Michelin, est-ce que c'est de l'entertainment? Non. Les Groupon, pas tellement. Enfin bon, voilà. Et en fait, moi, je m'en fous de passer de ça, de faire 3 ans d'agence pour finalement repartir sur l'annonceur. En fait, on s'en fout. Et je pense que ça, ce truc de carrière, je crois qu'il y a une histoire du regard des autres. Tout à fait. Et si on continue à s'en
s'inquiéter du regard des autres, on n'avance pas en fait. Oui. Donc rester soi, bien se connaître et puis s'écouter pour passer en mode projet, parce que la vie, si je t'écoute, et notamment la vie pro, est une succession de projets et pas une carrière pour faire bien. Encore plus aujourd'hui avec cette Gen Z qui ne vit pas de carrière mais qui fait plein de boulot en freelance, en nomade, etc. Au contraire, là, ça peut nous aider, nous, notre génération, qui peut-être avons des problèmes à se dire, bah non, j'ai pas envie de monter à pâtisserie parce que quand même j'ai fait 10 ans de finance. Qu'est-ce que vont dire mes anciens collègues de finance? Parce que il y a quand même en fait ça. Bien sûr, le regard des autres. Le regard des autres. Et je comprends. Hein. Et moi, je dis pas que c'est facile tous les jours. Quand je prends des décisions, etc. Je pense au regard des autres et tout, mais en fait, si on fait ça, on s'en sort pas. Et au final, on est quand même tout seul à faire son truc, quoi. Donc, allons-y. Allons-y. Voilà, j'ai envie de terminer par allons-y. C'est un beau mot de la fin. Merci beaucoup, Pénélope. Merci, j'étais ravi de t'accueillir aujourd'hui. À très bientôt. À bientôt.